Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. On fait le tour des grands thèmes de l'actualité de la semaine avec mes invités. Sarah Daniel est avec nous. Bonsoir Sarah, chef du service étranger de l'Obs, grand reporter Moyen-Orient. Vous rentrez de Turquie, vous étiez à la frontière. On peut vous lire dans l'Obs, c'est le dernier. Et vous allez nous en parler d'ailleurs de cet article, Le rêve trahi des Kurdes. Bien sûr, on va en parler. Nicolas Vado, bonsoir, dessinateur pour les journaux belges Le Vif, L'Express et L'Écho, également membre de Cartooning for Peace, bien sûr. Ziad Limam, bonjour. Directeur d'Afrique Magazine, le dernier, donc, revient sur une star de Hollywood. Ah oui, une africaine. Voilà. Eva Nyong'o, star d'Hollywood. Et Philippe Turle, chroniqueur à France 24. Merci Philippe d'être avec nous. On va revenir bien sûr d'abord sur cette actualité qui nous occupe depuis plusieurs semaines, l'offensive turque en Syrie et cet accord qualifié d'historique entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, un accord qui écarte les forces kurdes de la frontière turque. Les combattants kurdes devront donc se retirer d'une zone de 30 km de large et de 120 km de long dans les 150 heures. La zone concernée s'étend entre les villes de Tal Abyad et Ras Al Ain. Vous allez nous en parler. D'ailleurs, Sarah Daniel, on écoute d'abord le président Erdogan. Aujourd'hui, avec M. Poutine, nous avons conclu un accord historique pour la lutte contre le terrorisme, l'intégrité territoriale et l'unité politique de la Syrie, ainsi que pour le retour des réfugiés. Sarah, vous revenez donc de cette zone. Vous avez appelé donc votre article Le rêve trahi des Kurdes. Vous dites d'ailleurs que c'est un voyage désespérant. Les Kurdes sont vraiment les grands perdants de cet accord et Erdogan le grand gagnant? Oui, absolument. Erdogan était obsédé depuis le début de la guerre en Syrie, ça ne date pas d'hier, par le fait d'éradiquer la guérilla kurde, le PKK et son proxy syrien. Donc là, en fait, c'est absolument incroyable quand on l'entend dire que voilà, il est en train de vouloir restaurer l'intégrité territoriale du gouvernement et du régime syrien, quand on sait qu'il a été l'ennemi de ce gouvernement syrien, qu'il a protégé l'État islamique qui lançait ses offensives en Syrie. C'est quand même très très paradoxal et désespérant et triste. Et en effet, les Kurdes ont été les grands trahis de cette histoire. Vous dites dans votre article, trahison des Américains ou pas, le rêve était mort-né et les Kurdes ont sans doute péché par excès de confiance en pensant pouvoir troquer 6 années de combat face à l'État islamique et plus de 10 000 morts contre la promesse d'un petit État autonome dont personne ne veut dans la région. Non, finalement, personne n'en veut. On a oublié ça. Je pense que les Kurdes ont péché peut-être un peu par excès d'optimisme, mais en même temps, ils avaient été tellement incroyable. On s'est tellement appuyé sur eux, notamment les Américains. Je veux dire, ils ont vraiment été nos troupes au sol. Et quand on voit le peu de succès que les Américains ont eu avant avec les troupes irakiennes ou en Afghanistan, eux faisaient vraiment le job. Et puis, donc, ils ont pensé que peut-être ils pourraient troquer cette guerre. Ils ont eu un véritable espoir. Ils ont eu un véritable espoir. Ils avaient créé une zone qui était tout de même assez autonome à cet endroit. Absolument. Et c'était un proto-État. C'était quelque chose, une expérience un peu nouvelle, mais c'était sans compter avec cette obsession totale d'Erdogan sur cette question. Pour Erdogan, si vous voulez, ils sont pires que pour nous, l'État islamique. C'était quelque chose qui n'aurait jamais pu tolérer. Et j'imagine que c'est pour ça, parce qu'on dit que Trump n'a absolument pas préparé ce retrait, mais je pense que ses conseillers ont dû lui dire à un moment, voilà, Erdogan n'acceptera jamais cette situation, et donc c'est pour ça qu'il est parti dans cette débandade terrible qui fait qu'aujourd'hui, les Kurdes sont vraiment les trahis de l'histoire. Ziad Limam, c'est la fin du rêve kurde, donc du grand Kurdistan. Mais vous l'avez dit toutes les deux, personne n'en veut de ce grand Kurdistan, ni les Turcs, ni même la Syrie, ni même l'Irak, ni l'Iran. Ni l'Iran. Tous les pays où les Kurdes vivent, on les accepte au mieux en tant que minorité, mais pas en tant que nation. Et donc c'est peut-être d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de références, je sais qu'on parle beaucoup des Kurdes et des Palestiniens au Moyen-Orient, c'est les deux peuples, les deux nations sans État ou les deux nations sans frontières, et c'est terrible. Mais moi je pense aussi que même Donald Trump ne voulait pas. Enfin, je veux dire, c'est pas dans l'intérêt américain. Il l'a pratiquement dit. Il a dit, bon, c'est qui après tout ces gens, quoi? Ils nous ont pas aidés à débarquer en Normandie. Ils n'ont pas le credential. Ils n'ont pas l'historique. Ils sont pas si importants que ça sur le plan stratégique. Et puis après tout, même si Erdogan est quelqu'un de relativement incontrôlable, ça reste plus mon ami, mon allié,
que les gars de l'IPG, que les Kurdes de l'IPG. Que font-ils les Kurdes en ce moment, Sarah Daniel? Les Turcs sont dans l'OTAN. Je veux dire, on a bien vu aussi, lors de cette réunion qu'il y a eu récemment, là, toutes les précautions qu'on prenait pour pas trop les aliéner, pour pas trop condamner. Enfin, la France a condamné, mais il y a un certain nombre de membres de l'OTAN qui ont pris beaucoup de précautions pour condamner l'intervention turque en Syrie. Est-ce qu'ils sont en train de quitter ce territoire véritablement, les Kurdes aujourd'hui? Et où se dirigent-ils? Vers l'Irak? Donc, il y a un grand nombre de civils qui se sont repliés, alors en Irak ou plus à l'intérieur de la Syrie, pour libérer cette bande donc de 30 km. Alors pour l'instant, c'est cantonné entre 200 km, mais évidemment, Erdogan aimerait l'étendre. Alors c'est un petit peu un jeu de celui qui va être aller le plus rapidement occuper le terrain entre les Syriens, le régime syrien, les Russes qui sont là aussi, et Erdogan. Ils risquent de se trouver face à face, en fait, les forces du régime de Bachar el-Assad et les forces d'Ankara. Oui, ils vont se retrouver face à face, sauf que là, maintenant, Erdogan n'a plus intérêt vraiment à pousser le combat, sauf si les Kurdes décident de ne pas rendre les armes tout de suite. On va voir là dans les On ne sait pas encore si c'est les Russes ou pas. Je pense qu'ils sont divisés sur cette question-là. Il y a une partie qui veut se ranger aux côtés. C'est un peu un pacte faustien. C'est pas l'idéal pour eux, mais il y en a une partie qui dit qu'elle veut se ranger du côté donc du régime syrien, et il y en a d'autres qui voudraient continuer à combattre. Philippe, les vainqueurs sont bien Vladimir Poutine et Bachar el-Assad avec cet accord? Je dirais que ce qui s'est passé cette semaine dans cette région, c'est une formidable faillite de la diplomatie internationale, pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez raison sur ce point que le grand gagnant, c'est d'abord Vladimir Poutine, qui voit son rôle, son influence dans la région grandir d'un coup, mais c'est quelque chose pour lui, mais inespéré, ce retrait des forces américaines. Et je pense qu'il n'y croyait même pas quand il a entendu ce que Donald Trump a dit. Parce que vous savez que depuis des décennies, les Américains essaient de contourner l'influence russe dans la région, et du jour au lendemain, Donald Trump fait exactement l'inverse, et il se retire de la région et laisse sa porte ouverte à Vladimir Poutine. Et c'est clair que toutes les démarches faites par Erdogan dans la région ne sont pas passées sans qu'il en parle avec Vladimir Poutine, parce qu'il n'aurait pas pu le faire. Donc, comme on s'est dit, les grands perdants, c'est les Kurdes. Peut-être que vous avez raison, les Kurdes ont un peu trop espéré qu'avec le soutien des États-Unis, le fait qu'ils se sentaient très utiles et indispensables dans la lutte contre Daesh dans la région, qu'on allait les récompenser à un moment ou à un autre avec un prix, un pays, plus de soutien international. Eh bien non, quand il s'agit de jouer des puissances régionales, évidemment, le plus puissant gagne, et ceux qui ont le moins de puissance, c'est les grands perdants, et en l'occurrence, cette fois-ci, c'est les Kurdes. Alors, on disait que cet accord marque la perte d'influence de l'armée américaine dans la région. Donald Trump donc, a annoncé qu'il ne restait désormais qu'un petit nombre de soldats américains en territoire syrien pour surveiller les champs pétroliers. Et il a levé cette semaine également les sanctions économiques à l'égard de la Turquie. On écoute Donald Trump. Tôt ce matin, le gouvernement turc a informé mon administration qu'ils vont arrêter les combats et l'offensive en Syrie et instaurer un cessez-le-feu permanent. Que cette situation restera permanente, quoique la notion de permanent soit questionnable dans cette région du monde, mais je crois que ce sera permanent. J'ai informé le secrétaire d'État au Trésor de lever les sanctions imposées le 14 octobre en réponse à l'offensive turque contre les Kurdes au nord-est de la Syrie. Ziad, donc c'est carrément un soutien finalement à la Turquie. Moi j'ai un vrai doute sur le premier chapitre de cette histoire d'un Trump totalement irréaliste qui se retire comme ça parce qu'il se réveille du mauvais pied. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus travaillé. Même si il y a une foucade, il y a quand même cette idée que les Turcs peuvent régler le problème de cette frontière mieux que les Américains, et que, comme il a dit, les troupes doivent rentrer, il faut se retirer, c'est pas notre problème, c'est pas notre région. De toute façon, il a dit plusieurs fois, ils sont tous cinglés, ils passent leur temps à se taper dessus. Ça, retirons-nous. Mais ça avait démarré avec Barack Obama, qui déjà avec déjà les lignes rouges qui étaient plus des lignes rouges, etc. La deuxième chose, c'est le grand vainqueur de tout ça aussi, c'est quand même Erdogan. On retrouve le rôle
centrale stratégique de la Turquie, qui est capable d'envoyer balader l'Union européenne, qui est capable de rester dans l'OTAN tout en achetant des S-400 et en occupant des territoires qui ne sont pas les siens. Et donc, on ne sait pas, en fait, comment gérer cette Turquie qui n'hésite pas à sortir ses muscles, qui n'hésite pas à sortir ses chars, qui menace en permanence de rouvrir les frontières pour que les réfugiés reviennent en Europe. Et la question de l'État islamique est quand même une véritable question de Daesh. On ne sait rien, on n'a aucune information sur les documents qui ont été signés, on ne sait pas où sont ces gars, on ne sait pas comment sont les prisons. Donc c'est vraiment c'est quand même très surprenant. Oui, d'autant plus. Sarah, alors justement, ce sort des djihadistes, parce qu'on reparle justement d'une résurgence possible, et Jean-Yves Le Drian le disait, de l'organisation de l'État islamique, c'est un peu ce que vous avez constaté également sur le terrain. Donc il y a des prisonniers qui sont libérés. Il faut être un peu réaliste, c'est-à-dire que les Kurdes ne vont pas continuer à faire les geôliers de l'Europe alors qu'ils ont été trahis et qui sont au nom de quoi le feraient-ils? Et surtout, ce qui est d'assez préoccupant, c'est qu'on a vu Le Drian s'est déplacé à Bagdad, mais on a vu que le résultat de ce déplacement n'était pas très positif, puisque les Irakiens sont en train de dénoncer leur volonté de juger et de garder les djihadistes, parce qu'ils disent que eux-mêmes sont trop occupés par leur révolte, que ça ne sera pas possible de le faire. Et surtout, c'était un grief qu'ont fait les manifestants en disant voilà, on va être envahis par ces gens et ça va nous coûter un argent fou et on veut pas le faire. Donc ça a des conséquences évidemment directes sur nous, dont se fichait éperdument évidemment Donald Trump, qui lui n'adresse finalement que sa politique intérieure. Et puis l'idée, c'est occupez-vous de vos djihadistes. Ramenez-les en France, ramenez-les en Allemagne, ramenez-les en Angleterre, ramenez-les... Et ça aussi, c'est un débat interne à chez nous. Et puis d'ailleurs, l'Angleterre, enfin d'autres pays d'ailleurs d'Europe sont également concernés. Philippe, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir effectivement une résurgence de l'organisation de l'État islamique, au-delà d'ailleurs de ces djihadistes prisonniers? Alors, ça va devenir un terreau. Je ne peux pas vous répondre sur cette question. Il y a tout qui laisse croire que c'est plus une possibilité maintenant que ça ne l'était avant le retrait des forces américaines. Parce que, évidemment, vous avez raison, les Kurdes, ils n'ont aucune raison de garder les prisons où il y a les combattants de l'État islamique. Moi, j'aimerais bien voir votre optimisme concernant Donald Trump et ses raisons de quitter le terrain, mais j'ai des doutes. Et honnêtement, cette semaine, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un présentateur sur la chaîne américaine CNN qui dit les mots suivants. Vous avez entendu le président des États-Unis qui vient de faire un discours. Eh bien, le président des États-Unis est dingue. Donc, en disant que tout ce qu'il a raconté, ça ne tient pas debout. Non, tout ce qu'il a dit ne tient pas debout. Il parle d'un accord qui n'existe pas, comme s'il parlait d'un accord entre la Turquie et les PKK, que c'est un accord qu'on essaie de nouer depuis plus de 30 ans, alors que la guerre avec la Syrie ne dure pas que 10 ans, même pas. Donc, les gens ne comprennent pas le raisonnement de Donald Trump dans cette histoire. En tout cas, les boys are back home, c'est ce qu'il dit. Oui, non, c'est pas vrai non plus. Il faut rapatrier les boys. Qui s'en va, mais une autre partie qui arrive. Mais il a des comportements avec des erratiques, conventionnels. Mais il est totalement cohérent. Il y a une logique dans la dinguerie. Il y a une logique dans la... Absolument. Oui, il y a une logique mais qui était la logique de Barack Obama et de l'isolationnisme. La région, c'est parce qu'il sait que l'année prochaine, il y a les élections aux États-Unis et il voudrait ramener les boys aux États-Unis pour gagner un deuxième mandat. Je pense que la lettre qu'il écrit, la fameuse lettre surréaliste qu'il cette écrit lettre à Erdogan, c'est le signe, la sensation qu'ils s'entendent sur le fond. C'est-à-dire ils sont raccords et il lui envoie une lettre en lui disant ne déconne pas parce qu'on est raccord. Qu'Erdogan a mis à la poubelle, il paraît. Oui. La poubelle. Bon, Nicolas Vado, vous allez nous raconter un petit peu comment les dessinateurs croquent cet accord entre Vladimir Poutine et Erdogan. J'ai 3 dessins parce qu'on a quand même des personnages assez charismatiques. Il y a ce dessin de Chapat que j'aime beaucoup. Vous voyez, il convoque même Léon Tolstoï. Donc c'est quand même très bien, je trouve. Et regardez toute la construction du dessin. Vous avez même un vieux canon à l'ancienne. Donc il me fait penser c'est à la fois Poutine, mais c'est à la fois Gengis Khan avec le chapeau de Napoléon en plus. Donc vous mélangez tout ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir toute la construction du dessin autour. Regardez derrière les Kurdes qu'on voit ici.
on leur dénie pratiquement toute humanité. C'est des visages qui sont des rayures. Ils n'ont plus du tout voix au chapitre. Il y a cette grande bande blanche derrière, comme si ça arrivait dans le sillage de Vladimir Poutine. Je trouve que c'est un dessin qui est très fort, qui se passe de beaucoup de commentaires. Il y a ce dessin de Daryl Kagel aux États-Unis qui est très très bien aussi. Vous notez le détail de la cravate phallique très longue de Donald Trump qui est très bien aussi. Et puis on voit Poutine avec son sourire en coin comme ça et qui est content de ce qui lui arrive avec son tatouage et ce joli petit cadeau. Et puis ce dessin de Kishka. En général, on ne fait pas beaucoup de jeux de mots dans le dessin de presse. Il y a un humoriste qui disait qu'un bon jeu de mots doit être mauvais. Mais celui-là est quand même pas mal, je trouve, parce qu'il brosse aussi tout ce qui se passe. On voit la tête de Trump à gauche, la tête de Poutine à droite. Les couleurs sont très importantes. Le rouge qui nous rapproche et Poutine et Trump et la cravate de Erdogan. Et je trouve le dessin est très bien construit et en dit beaucoup sur un sujet qui est quand même extrêmement complexe à représenter en un seul petit dessin. Je vais leur apprendre à garder leur Kurdistance, voilà, dit-il, pour Kurdistan. Mais écoutez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve juste après une courte pause. Bienvenue dans la deuxième partie de la semaine dans le monde sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Sarah Daniel, également Nicolas Vado, c'est bien cela, Philippe Turle qui est avec nous, également Ziad Limam. C'est le 9e jour consécutif, je vous disais, de manifestations au Liban. Les Libanais manifestent partout dans le pays. Les manifestants sont de toutes confessions, des chrétiens, des musulmans sunnites, des musulmans chiites. Ils sont également de tous les milieux sociaux, de Beyrouth à Tripoli au nord, en passant par Nabatiyeh au sud. Le bastion chiite dominé par le tandem Hezbollah et son allié le parti Amal. Les manifestants demandent la démission du gouvernement, ils demandent des réformes institutionnelles et économiques. Des images circulent sur les réseaux sociaux. Regardez les manifestations à Tripoli, ville du Nord, le fief de Saad Hariri. J'aimerais bien qu'on les voit, ces images, mais je ne les vois pas, malheureusement. Les manifestations sont transformées en véritable rêve party dans cette ville du Nord, donc je disais fief de Hariri. Les manifestants sont organisés. Eh bien, on va en écouter un certain nombre à Tripoli et à Beyrouth. Nous demandons au président de trouver une solution rapidement. C'est le 8e jour et nous attendons toujours. Nous ne partons pas car nous n'avons rien à perdre. Si nous partons d'ici, nous serons perdants. Ils se demandent quelles sont les femmes qui vont dans la rue et bloquent les routes, pensant que ce n'est pas leur faute. C'est le rôle de chaque citoyen qui veut du changement. Si vous nous demandez ce que nous voulons beaucoup de choses. Ziad Limam, ça se passe partout au Liban, donc toutes confessions confondues. De quoi est-ce le révélateur? Crise économique, faillite en fait du système confessionnel. Oui, et puis c'est un système en bout de course. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, c'est parti d'une situation à Beyrouth, qui est la ville où il y a une forme de relatif cosmopolitisme, de relatif échange entre ces Libans différents, et donc ça part de Beyrouth, et puis d'un seul coup, on s'aperçoit que ça sort de Beyrouth, que ça va effectivement dans les bastions sunnites, puis ça va dans les bastions chiites. Et donc, en fait, il y a toute une génération, je pense que c'est aussi une question de génération, qui dit le Liban que vous nous avez donné est un Liban non fonctionnel. C'est la crise économique. On n'a pas de perspective. On entend souvent ces gens jeunes dire il n'y a pas de travail, on n'a pas de futur. Là, on les voit, les images. Voilà, les gens qui disent... et ce qui est très intéressant aussi dans ces images, c'est le drapeau. Imaginez ce drapeau qui est quand même pas forcément le drapeau qu'on voit au Liban. Il y a le drapeau du Hezbollah, il y a le drapeau des sunnites, il y a le drapeau d'Amal, il y a le drapeau... Et là, on voit le drapeau libanais partout. Donc, c'est très, très impressionnant. Par contre, là où ce qui a évolué là, dans les dernières heures, c'est la montée... D'abord, c'est la réponse très floue du gouvernement. On va faire des réformes. Saad Hariri dit « mais si on fait des élections, je serai de votre côté ». Enfin, ça va très clair. Un président qui essaie de calmer le jeu. Il faut aussi se rendre compte que les routes sont barrées, donc on ne peut plus vraiment circuler aussi non plus. Et puis la montée à Beyrouth, en l'occurrence, c'est compliqué. Les sorties de Beyrouth, les accès entre le nord et le sud, entre la capitale et le nord. Et puis la sortie du Hezbollah, qui sent le danger venir. Qui sent quand même qu'une révolution, quelque chose de type révolutionnaire, pourrait remettre en ordre l'ordre établi dans lequel ils ont un rôle central. Et là, ça devient beaucoup plus... Enfin, c'est-à-dire, entre les images de cette espèce de grande rave revolution, fiesta revolution pacifique... Avec un côté romantique, hein. Il y a des images... Oui, il y a des images, du tableau de Delacroix. Il y a des choses très fortes qui résonnent aussi avec ce qui s'est passé en Tunisie, qui résonnent aussi... Enfin, tout ça est quand même assez connecté. C'est une génération.
qui est là. Mais on leur envoie un message en disant « Attention, si le système s'effondre, on risque gros, vous risquez gros. » Et on ne partira pas comme ça. Le vieux monde ne va pas s'effondrer comme ça au Liban. Je ne pense pas qu'il va disparaître comme ça sans résister. Sarah Daniel, oui, chaque groupe confessionnel finalement demande la chute de son propre establishment quand on regarde. C'est ça, c'est la première fois finalement que ça arrive. Oui, et je pense que c'est en effet, il y a une volonté de dépasser le Liban confessionnel hérité des accords de Taïf, parce qu'en effet c'est une question de génération. C'est un peu comme en Algérie qui était plus tétanisée par la guerre civile. Et ben là, ça fait 9 mois en Algérie qui manifeste. Et là on n'est plus tétanisé au Liban par les souvenirs de la guerre civile. Et voilà, donc il y a une vraie volonté de dépasser ces confessions. Alors, c'est un peu paradoxal, en effet, de voir que Nasrallah vient de faire un discours en appelant, alors que c'est censé être le parti, le Hezbollah est censé être le parti anti-système, et en fait, il appelle au respect du système. Parce que c'est un peu comme ce qui se passe, si vous voulez, en Irak, où finalement l'Iran en ce moment a besoin d'États qui le soutiennent dans sa guerre contre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et donc, voilà, que ce soit Ali Khamenei pour l'Irak ou Nasrallah au Liban, ils ont appelé un petit peu à l'ordre. Et voilà, en effet, ils vont pas disparaître comme ça. Mais cette jeunesse ne veut pas en démordre. Ça ne faiblit pas cette mobilisation. On va l'écouter justement, Hassan Nasrallah, c'était ce matin. Le pays peut plonger dans l'anarchie et l'insécurité. Des heurts ont commencé, il y a ce risque grandissant d'une vacance du pouvoir, un vide qui pourrait être dangereux. Il y a un risque de guerre civile, comme celle à laquelle on assiste dans certains pays voisins. Nous voulons éviter un tel scénario et nous sommes ouverts au dialogue avec le président. Philippe, il prône le statu quo finalement. Oui et non. Moi je pense que pour rappeler qu'il est soutenu par l'Iran. Et juste à sauver, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous, y voir une déstabilisation de la situation dans le pays. Là, on a un peu le statu quo jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les confessions qui sont réunies pour une cause commune. Et c'est une cause qu'on a vue dans beaucoup d'autres pays, entre ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Les privilégiés et ceux qui sont frustrés parce qu'ils disent on n'arrivera jamais à voir ce que les élites ont, les personnes plus âgées ont, nous on est plus jeunes, et nous, notre avenir, on ne connaît pas, on ne sait pas où on va. Donc il faut qu'on se manifeste pour y arriver. Là, c'est tout à fait compréhensible, on l'a vu dans plein d'autres pays. Là, le jeu de Nasrallah, c'est d'essayer de diviser les manifestants entre ceux qui vont éventuellement soutenir le gouvernement et ceux qui ne veulent pas soutenir le gouvernement. Et là, on peut voir venir, je ne suis pas sûr de cela, hein, mais j'avance peut-être un possible scénario, le fait que la société bascule un peu dans un sens ou dans un autre. Et là, ça peut devenir beaucoup plus agressif dans la rue, avec beaucoup plus de clash et d'émeutes, et pour le moment, dans une situation qui, pour le moment, reste quand même très bon enfant et très stable. Et c'est ça la crainte qu'il faut avoir avec le gouvernement. C'est-à-dire les questions qui sont posées, elles sont là. Pourquoi il y a cette éruption? C'est parce qu'il y a une faillite du système. C'est-à-dire qu'il y a une remise en cause et du système politique, mais aussi des oligarchies qui gouvernent et qui ne redistribuent pas. Qui sont milliardaires, hein, oui, mais sans parler que des milliardaires. Le système ne donne pas d'opportunités, d'avenir, de futur à des générations qui disent... Alors, quelques chiffres macroéconomiques, hein, 11,5% du PIB, ça c'est le déficit public libanais, c'est extrêmement important. Et la dette publique, elle est de 150% du PIB, c'est un des ratios les plus élevés de la planète. Donc c'est révélateur d'une faillite de l'État. Et puis, comme on est dans un monde où tout se voit et tout se regarde et tout se répond, il y a l'exemple algérien qui est en cours. Mais il se passe des choses au Chili, il se passe des choses dans plein d'endroits en même temps où il y a une espèce de mouvement qui vient d'en bas pour dire votre système en Irak, votre système en Tunisie, le vote, votre système est un système pourri qui ne bénéficie que aux oligarques qui sont déjà là, que à ceux qui sont en haut et jamais à cette jeunesse qui arrive. Alors eux répondent, ça fait 40 ans que ça dure et maintenant vous vous manifestez. Oui, mais il faut rappeler l'extraordinaire richesse aussi du Premier ministre,
Saad Hariri, qu'il a hérité de Rafik Hariri, et voilà, et des Saoudiens. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur Nasrallah, parce qu'il aurait pu embrayer le mouvement, dire le soutenir, etc. C'est à double tranchant, en fait. Et donc, on peut imaginer quand même qu'il ait reçu des pressions de l'Iran, un peu comme en Irak, pour maintenir l'ordre. Et puis surtout parce qu'en ce moment, dans ce contexte de tension internationale, ils ont besoin d'un gouvernement qui soit favorable aux chiites, et le gouvernement en place au Liban est favorable aux chiites. Donc les puissances étrangères, en fait, iraient plutôt vers le statu quo. Oui, bien sûr. Elles demandent ce statu quo, parce qu'on a écouté les manifestants hier, et elles disaient qu'elles voulaient un soutien de la communauté internationale qui ne venait pas, Philippe. Non, mais... Ziad. Moi, je pense que la seule chose qu'on pourrait dire aujourd'hui, que ce soit sur le Liban, que ce soit sur l'Irak, que ce soit sur... c'est que le statu quo, ce n'est plus possible. Que ce soit sur l'Algérie, on ne retournera pas au système hanté. Après, ça mettra peut-être des mois, peut-être des années, peut-être qu'il y aura un conflit, peut-être que ça va dégénérer, peut-être qu'il y aura une solution politique qui va émerger. Mais on ne peut pas dire à ces générations-là, ça ne bougera pas. Donc ça veut dire que c'est une révolution ou pas, en fait? Parce qu'ils avaient quelque chose de révolutionnaire. Oui, ils ont d'ailleurs quelque chose de révolutionnaire. Mais encore une fois, ces images où vous voyez qu'un seul drapeau, moi, ça me stupéfait. Enfin, je ne suis pas un spécialiste du Liban, j'y suis allé quelques fois. Ces femmes qui sont visiblement ou chiites ou sunnites qui portent le drapeau libanais. C'est vrai que c'est très surprenant pour les gens qui connaissent le pays. On voit les drapeaux du Hezbollah ou les drapeaux sunnites, c'est vrai. Mais là, il y a une citoyenneté libanaise. Il y a une citoyenneté, mais on pourrait presque l'étendre à une dizaine de pays en ce moment dans le monde. C'est très étonnant ce qui se passe là, cette espèce de coalition de révolte. Et c'est un peu, je pense, aussi le signe qu'un... Quand les jeunes Irakiens, pardon. J'ai plus qu'un mot à dire. C'est aussi le signe, j'imagine, d'un système aussi ultralibéral qui est en train d'arriver à bout de souffle, je pense. Là, ce qui sera intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant. Qui va céder en premier? Le dire, vous Qui va céder en premier? Est-ce que c'est les manifestants qui vont perdre la vitesse, se diviser, il va y avoir des clashs, ou est-ce que c'est le gouvernement qui va dire « OK, on va dialoguer avec vous comme le président Aoun a proposé de le faire, mais il n'en veut pas parce qu'il veut un geste plus fort. Il veut quelque chose de plus tangible. Il promet son Aoun depuis des années. Nous, on voudrait autre chose que ce que vous nous proposez. Mais Aoun est le symbole de cette corruption qu'il dénonce. Alors, il demande des élections anticipées. En Algérie, comme au Liban, il n'y a pas de chef. C'est c'est flou, c'est collectif, c'est les réseaux sociaux. Il n'y a pas de chef qui se présente parce que c'est des mouvements d'une nouvelle... C'est 2.0, c'est autre chose. C'est pour ça que demander les représentants des manifestants... Donc nous, on essaye de dire, mais on ne voudrait pas... Mais non, le flux est là. Oui, mais c'est à la fois leur force et leur faiblesse. Voilà. Mais on disait ça de l'Algérie, mais ça fait 9 mois que ça dure. Absolument. C'est ce qu'on a dit par rapport aux Gilets jaunes en France. Oui, mais les revendications des jeunes Irakiens qui se sont fait littéralement tirer dessus par l'armée ou par certains éléments de l'armée, c'est les mêmes. Halte au confessionnalisme, halte au sectarisme, halte à ces oligarchies corrompues, halte à ces États non fonctionnels. Et on est prêt à passer à autre chose. L'Irak, ce qui est aussi... Pourtant, c'est marqué par les divisions religieuses. Alors, est-ce qu'il y aura des élections anticipées? C'est un peu la question qu'on se pose, parce qu'ils le demandent. Saad Hariri a dit peut-être que ça pourrait faire avancer les choses. Est-ce qu'il va être prêt, oui, à se saborder, Oui, il faut voir. Peut-être qu'ils vont conclure qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y a quand même une grande intervention dans ce pays des pays étrangers. Alors justement, est-ce qu'elle peut faire tout capoter, cette intervention des puissances étrangères? On parlait de l'Iran, mais de l'Arabie Saoudite également. En tout cas, oui, ils ont un rôle certain. Et maintenant, au fur et à mesure que le président syrien va reprendre du poil de la bête aussi, il aura sans doute un rôle à jouer. Et maintenant, on peut imaginer que la Russie aussi. Bon, je pense qu'honnêtement... Donc là, c'est un rêve brisé pour les Libanais, là, que vous êtes en train de décrire. Non, pas forcément, parce qu'ils vont devoir composer quand même. Comme en Algérie, finalement, ça n'a pas été jusqu'au bout, mais on a quand même eu la peau de Bouteflika. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent avancer. Oui, non, je disais que c'est sûr que les voisins sont en train de garder un œil rivé sur ce qui se passe au Liban et évidemment sont en train d'intervenir diplomatiquement auprès du président et du Premier ministre pour demander ce qui se passe, ce que vous allez faire, comment vous voyez l'avenir. Et je pense aussi donner des instructions de leur dire ce qu'il faudrait qu'ils fassent, à savoir là. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils vont les écouter ou pas? Ou est-ce qu'ils vont essayer de continuer en espérant que ce mouvement va perdre de la vitesse et finalement, ils auront gain de cause, ce qui est aussi une façon de gérer des manifestations comme ça. Est-ce que ça peut dégénérer également, Ziad? Ça, c'est une autre question.
Ça a déjà commencé. Ça a déjà, aujourd'hui, il y a eu des échauffourées entre des militants Hezbollah et des gens dans la rue. Bon, on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique qui est en place. Voilà. Elle n'est pas loin elle ne va pas s'arrêter. Notre correspondance au place a dit aujourd'hui qu'on commence à voir des drapeaux Hezbollah dans la foule. Alors qu'avant, c'était que des drapeaux libanais. Donc ça veut dire que ça commence à se diviser peut-être un petit peu entre ceux qui commencent à se dire, bon, peut-être qu'on devait écouter Hezbollah, et d'autres qui disent, non, on va aller jusqu'au bout, on va demander au gouvernement de nous donner ce qu'on veut et que le gouvernement s'en va. Nicolas Vado. Oui, moi, les images me fascinent parce que ce qui est vraiment étonnant, c'est les images de la foule là et de Nasrallah. Moi, j'avais l'impression que Nasrallah, il était en noir et blanc avec un écran qui grésille un peu. Voilà. Et on a vraiment l'impression d'avoir deux mondes, un monde d'aujourd'hui et un monde d'hier qui essaie de trouver les choses. Alors, j'ai 4 dessins qui peuvent rebondir sur ce que vous avez dit. Ce dessin de Emad Hajjaj, qui est un dessinateur jordanien. Vous parlez de la révolution guidant le peuple. Et vous voyez ce qui est bien, tout ce qu'il a mis dans le détail. Vous avez un Libanais très moderne avec un masque Anonymous à côté d'un autre beaucoup plus traditionnel, une femme qui a un voile, une qui n'en a pas, une sorte de Gavroche derrière, et tous les détails concourent à nous montrer toute la situation. Je trouve que c'est un dessin qui représente bien, et les dessinateurs de presse utilisent en général l'inconscient collectif. Ce tableau de Delacroix, on l'a tous en tête, et ça permet de plaquer ça. Il était beaucoup sur les réseaux sociaux, justement, tableau de Delacroix. Et ça permet de plaquer la révolution de l'époque à celle d'aujourd'hui. Et vous parliez beaucoup du drapeau. Je vais vous montrer 3 variations sur le même thème sur le drapeau, parce que le drapeau libanais, la grande chance qu'on a, c'est que c'est un drapeau très graphique que tout le monde connaît. C'est un drapeau qui n'est pas uniquement symbolique, mais il y a ce cèdre au milieu. Et vous avez ce dessin toujours de Emad Hajjaj, toujours un dessinateur jordanien, et on a bien compris le double sens entre le cèdre et le point. Même chose ici, c'est de Osama Hajjaj, qui est un autre dessinateur, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que les flics qui sont là ressemblent quasiment à un code barre, comme si c'était en dehors du dessin. Et à chaque fois, il y a aussi ce dessin-là de Gargalo, qui est un dessinateur portugais, et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on était à hauteur d'homme avec le premier dessin sur la révolution guidant le peuple. Là, tout à coup, on prend de la hauteur, et c'est comme si ce drapeau représentait le symbole du peuple libanais dans son ensemble. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir ces drapeaux partout surgir, et donc les dessinateurs ont tout à fait utilisé ça, parce que vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces, le drapeau, le cèdre libanais. Vous avez eu 3 exemples probants ici. Et on change de sujet, mais on reparle toujours de Poutine. Vladimir Poutine, qui effectivement a fait beaucoup d'actualité cette semaine. Il a organisé un sommet, et c'est le premier du genre, Russie-Afrique. C'était à Sotchi. 54 pays africains étaient représentés. Le président russe veut doubler les échanges avec l'Afrique en 5 ans. Il prévoit donc que les sommets comme celui-ci, maintenant, vont pouvoir avoir lieu tous les 3 ans. Et on va d'abord l'écouter, Vladimir Poutine, et on va commenter ensuite. Il y a un très bon potentiel de développement. Cela nous permet d'espérer un accroissement du commerce. Dans 4 ou 5 ans, nous pourrons au minimum doubler le volume de nos échanges commerciaux. Ziad, c'est le retour de la Russie en Afrique. Je sais que vous aimez ce sujet. Non, il faut se rappeler que la Russie a été... C'est un retour ou pas un retour? Oui, non, elle a été africaine. Ouais. L'Union soviétique était africaine. Il y avait la guerre froide, les pays du clan de l'Est. Il faut se rappeler des milliers d'Africains qui sont partis faire des études à Lumumba University à Moscou, de ceux qui se sont mariés avec des Russes, des gens qui sont venus, qui se sont installés. Donc il y avait une histoire qui s'est arrêtée net au lendemain de la chute du mur de Berlin. Parce qu'il n'avait plus les moyens. Parce que la Russie était recentrée sur elle-même, sur ses problèmes, et maintenant qu'elle se réinstalle sur la scène mondiale et qu'elle veut installer un leadership, l'Afrique est un enjeu que tout le monde connaît, puisque les Chinois se sont précipités, les Européens essaient de garder leur place, les Américains d'une certaine manière essayent aussi d'être présents, donc les Russes décident d'être présents. Après, il faut quand même avoir 2-3 chiffres en tête. Aujourd'hui, le commerce entre la Russie et toute l'Afrique, 1 milliard d'habitants, 1,5 milliard d'habitants, c'est 17 milliards de dollars. C'est ça, moins de 20 milliards. Normalement, on va voir un panneau s'afficher, on va voir justement ces échanges. En gros, c'est ce que fait son ami Erdogan. Et l'Afrique. C'est-à-dire toute la Russie, ça moins pèse... Moins de 20 milliards ça pèse la Turquie. en Égypte. Et l'Algérie qui achète les 9/10 des armes, et le reste, c'est l'Égypte. Et voilà, la Chine 205. La Chine largement devant, puis ça fait 20 ans qu'elle investit en Afrique. Donc, tout l'enjeu, moi je trouve, on en a parlé avec les collègues anglophones cette semaine, tout l'enjeu de cette histoire, c'est de montrer que la Russie est capable d'aller au-delà de son truc habituel. C'est-à-dire un appui stratégique et politique,
des armes, de la défense, de temps en temps des trucs très gris, comme ce qui se passe en République centrafricaine, des barbouzes, des mercenaires, des types pas clairs. Est-ce que la Russie est capable de proposer à l'Afrique un véritable deal où il y a du soft power, où il y a de l'argent, où il y a de la technologie, où il y a de l'échange? Parce que les Africains, ils ne sont plus aussi les mêmes qu'en 1970. C'est des gens qui sont maintenant dans une problématique réelle de développement et d'émergence. Ils ont besoin de capitaux, ils ont besoin de technologie, ils ont de marchés ouverts pour leurs produits. Et donc ce deal qui fonctionne relativement bien avec la Chine, parce qu'on est sur un win-win dont on pourra discuter les effets dans 5 ou 10 ans ou 15 ans, ce n'est pas le cas avec la Russie, parce que qu'est-ce que la Russie peut apporter? Qu'est-ce qu'elle peut aujourd'hui réellement? Oui. Alors, il parle du nucléaire civil. Oui, mais de toute ça façon, coûte une fortune. à Sochi, ce qui s'est passé, c'était pas tellement justement l'émergence d'un soft power et c'était le côté traditionnel. C'était vraiment un marché des armements. Enfin, je veux dire, c'était voilà. Et c'est d'ailleurs ce qu'a demandé Idriss Déby à la Russie. Il leur a demandé, voilà, aidez-nous en appui de cette force sur laquelle finalement les Français n'ont pas vraiment été très très performants. Et ce qui est très intéressant à souligner, c'est cette espèce de concurrence qu'il y a entre la France et la Russie, ouvertement d'ailleurs. Et on dit. Et puis dans le domaine des armes. Dans le domaine des armes, mais presque dans tous les domaines, on voit que voilà, la Russie veut tailler des croupières à la France, et il montre. Ça a été très très clair au Centrafrique, justement, où ces officines, les officines Wagner, enfin des barbouzes, sont venus remplacer un peu la France, et du coup le ministre Le Drian est allé faire un voyage. Enfin voilà, on sent qu'il y a une espèce de tension, et en même temps l'Afrique elle est prête à accueillir la Russie. Ils ont pas ce passif colonial que la France a. Ils sont prêts finalement à troquer un peu. Ils sont fatigués des États-Unis et des anciennes puissances coloniales, et ils sont prêts à s'ouvrir. Maintenant, est-ce que la Russie va pouvoir délivrer? On voit notamment en Centrafrique qu'ils sont surtout venus se servir. Poutine est quelqu'un d'assez populaire en Afrique, parce que c'est le gars qui s'oppose frontalement aux Américains, aux impérialistes. Ouais, il a utilisé un petit peu ce discours, un discours aussi anticolonial. En fait, il joue sur deux choses, sa popularité et sur le fait que les États africains, ou au moins certains d'entre eux, ont besoin de garanties supplémentaires sur le plan de la sécurité ou des armements, ou que d'autres jouent le leverage, joue plusieurs cartes en même temps, c'est-à-dire on fait monter les enchères. Mais encore une fois, si on redescend un tout petit peu et qu'on va faire ces générations montantes, et il y a les mêmes en Afrique que celles qu'il y a au Liban, celles qu'il y a en Irak, celles qu'il y a au Chili, partout en France, ces générations existent, et elles ne sont pas forcément fascinées par ce deal-là. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est des emplois. Ce qui les intéresse, c'est l'investissement. Ce qui les intéresse, c'est des visas où ils peuvent partir voyager, etc. Et là, ceux qui apportent ça, ceux qui peuvent apporter ça, ils ont une prise sur l'Afrique contemporaine. Donc c'est le cas des Russes, parce qu'effectivement, on parlait beaucoup d'armement, de secteurs stratégiques. Ils vont investir de l'argent dans le business? Non, parce qu'ils n'ont pas de business. Non, et puis aussi, ce qu'ils veulent, les Russes, c'est de mettre la main sur les ressources minéraux qui sont font les Chinois déjà en abondance en Afrique. Donc, et je dirais même que dans certains pays comme la République centrafricaine, même s'il faut nouer des contacts avec des chefs d'État qui ne sont pas très fréquentables, mais en contrepartie, on peut mettre la main sur des ressources moins chères qui vont nous aider à fabriquer des choses en Russie. Bon, on dirait peut-être pas non. Donc, c'est tout l'enjeu de Vladimir Poutine, qui a aussi envie de créer cette grandeur d'autrefois, parce que c'est quelqu'un de très nostalgique sur la grandeur de l'Union soviétique. Donc, il est un peu chez lui, en terrain déjà acquis, qui était déjà bien connu il y a 40 ans. Donc, il a envie de recréer ce qu'il avait à l'époque. Et il est vrai que l'Afrique, tout le monde est demandeur. Tout le monde veut qu'on vienne investir dans les pays. Tout le monde est prêt à l'accueillir les bras ouverts. Vu le fait qu'il a réussi à faire venir pour ce sommet à Sochi les 54 dirigeants ou 54 représentants de tous les pays africains, je pense que c'est la première fois qu'on a réussi à un tel défi. Donc, non, mais c'est le témoignage aussi du retour de la Russie comme puissance. Donc, ça veut dire qu'ils ont envie d'aller en Russie parce qu'ils savent que ça vaut la peine d'y aller, parce qu'on va arriver pour avoir pour notre argent, et la Russie va venir investir chez nous. Mais en ce moment, tout le monde veut être ami avec la Russie. C'est quand même assez étonnant, de l'Iran en passant par la Turquie et même l'Arabie Saoudite. Ils ont quand même réussi là une belle victoire diplomatico-militaire stratégique. Le coup de Vladimir Poutine, c'est exactement le coup que Donald Trump n'aura jamais fait. Nicolas Wadeau.
Oui, d'ailleurs, à ce propos, j'ai un dessin de Bertrams qui s'appelle Mother Russia, qui est très bien, que j'aurais pu mettre dans le chapitre 1 de l'émission aujourd'hui, parce qu'on voit, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière avec laquelle Poutine est dessiné. Vous voyez que en bas, il y a la tête de Donald Trump tout en bas. Et Poutine est toujours dessiné comme ça, vous voyez, avec un sourire en coin, un regard un peu malicieux. Et il a l'air d'avoir cette espèce de bon sens paysan dans les dessins dans lesquels il est montré, ce qui masque le fait qu'il avance toujours un peu masqué. C'est pas une gueule de méchant à la James Bond ou à la Donald Trump. Il est beaucoup plus difficile à approcher, à cerner, mais je trouve que le dessin est très très bien. Il y a ce dessin aussi de Balaban, qui est un dessinateur luxembourgeois, qui se passe de commentaires, je trouve, parce qu'il est très bien fait. Et un dessin très très fort, ici, de Hatchfeld, qui est un dessinateur allemand. On voit qu'il est en train de traire l'Afrique. Et puis, vous voyez, derrière, il y a les Chinois qui attendent leur tour aussi, ou qui attendent de repasser devant, on ne sait pas. Mais je trouve que le dessin est très bien. Et là, la tête de Poutine, c'est beaucoup plus un docteur Folamour ou Fantomas. Là, il est beaucoup plus inquiétant. Je trouve que le dessin est très fort aussi. Et puis, je termine par ce dessin que j'aime beaucoup de Gado, qui est un dessinateur kényan. Et ce qui est marrant, c'est ce qu'il a écrit à la fin, Africa Mars Summit, c'est-à-dire que même les Martiens voudraient avoir voix au chapitre. On a tous les gens qui font le pied de grue devant lui, et il parle aussi des Africains en eux-mêmes à la fin, en bas à droite du dessin. Et je trouve que le dessin est très important, parce que c'est bien aussi d'avoir le point de vue des dessinateurs africains sur la question. Donc voilà, on revient effectivement sur cette nouvelle puissance de Poutine, ce dont vous parliez. Personne ne sait, par contre, quelle est sa véritable popularité intérieure, quelle est la réalité de la situation politique à l'intérieur de la Russie, parce que là, on a Super Poutine à l'extérieur, mais enfin, les dernières... En général, c'est payant, Super Poutine à oui, l'extérieur. Oui, mais ils ont perdu beaucoup d'élections quand même. Il y a quand même, je pense, un début d'usure du personnage, et je pense que les Russes aussi disent, bon, tout ça, c'est bien gentil, mais nous... Quand est-ce qu'on bosse? Quand est-ce qu'on a de la perspective? Quand est-ce qu'on a des revenus qui augmentent? Quand est-ce que nos enfants seront mieux traités à l'école, etc., etc., etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est inscrit en ce moment un petit peu partout. Oui, est-ce qu'il a les moyens, finalement, de sa politique? Moi, je pense qu'il est quand même encore très populaire. Alors, il y a eu des mouvements de manifestations, etc. Mais en effet, comme les Russes sont très nationalistes, cette expansion du pouvoir, cette démonstration de pouvoir, je pense, conforte sa popularité. Il est quand même là depuis 19 ans au pouvoir, on l'oublie. Mais il a depuis 19 ans. Moi, je me souviens, je l'ai dessiné la première fois, c'était en 99, et je l'avais fait comme une espèce de petit jouet de je ne sais plus qui avait avant, de Helsinki, et je m'étais complètement planté sur le truc, parce que si vous vous souvenez, à l'époque, en août 99, on pensait que c'était un austère fonctionnaire, un ancien du KGB, qui allait être dégommé comme tous les autres avant lui. 20 ans après, il est toujours là. 20 ans après, toujours là, et ce n'est pas fini. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis.